Allez, on est parti pour la correction de l'exercice 5. Donc vous avez un programme de calcul, choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 8 et multiplier le résultat par 2. Vérifier que si on choisit le nombre moins 1, ce programme renvoie comme résultat final 8. Ok, donc on est parti. Donc si je choisis moins 1, donc je choisis moins 1, je multiplie par 4. Donc ça me fait moins 1 hop, fois 4. J'ajoute 8 plus 8 et je multiplie le résultat par 2. Donc le résultat, c'est tout ça. Et je fais fois 2. Donc cette affaire, ça me fait du moins 4 plus 8 fois 2. Ce qui me fait du moins 4 plus 8, ça fait 4. Ça fait 4 fois 2. Ça fait 8. Ok. Donc le résultat est vérifié. Et vérifié. Voilà, donc on vous demande de vérifier un résultat, vous refaites le programme de calcul et vous vérifiez bien que vous tombez sur le résultat désiré. Ok, rien de bien compliqué, on est bien. Petit 2. Le programme donne 30 comme résultat final. Quel est le nombre de départ choisi? Ok. Alors là, vous avez deux façons de le faire. La première façon, c'est de générer, grâce au programme de calcul, une équation, chose qu'on a déjà vue ensemble, ou aussi de simplement trouver la valeur pour laquelle ça marche. Alors moi, je vous annonce que je vais pas perdre de temps à trouver la valeur et en fait à redéplier comme ça. Moi, je vais directement partir sur l'équation, d'accord? Alors je vais dire soit x, le nombre choisi, point. Le résultat est donné par l'expression. Et l'expression, bah simplement, ce qu'on fait, c'est que x est le nombre choisi. Là, vous reprenez votre expression que vous avez ici, là, et vous remplacez moins 1 par x, en fait. Hein. Vous reprenez votre calcul, choisir un nombre, x, le multiplier par 4, ajouter 8, et multiplier le résultat, donc l'ensemble, par 2. D'accord? Donc nous, on sait que le résultat, il est donné par ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que le résultat, ça fasse 30. Donc on veut que x fois 4 plus 8 fois 2 égale 30. Bim, ça me fait une équation, j'ai une inconnue, tout va bien. Donc ça me fait, alors après j'y vais, ça fait 4x plus 8 fois 2 égale 30. Je distribue le 2, donc ça me fait, je distribue sur le 4x et sur le 8. Donc ça me fait 2 fois 4x, 8x, plus 2 fois 8 plus 16 égale 30. Voilà, donc là j'ai une équation plus simple. Et là il me reste juste à résoudre. Donc ça me fait 8x plus 16 moins 16 égale 30 moins 16. Ce qui me fait 8x égale 24. Non, 14. Tout va bien. Et donc, c'est pas un nombre entier. Attendez, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Non, bah j'ai pas fait d'erreur. Donc, je divise par 8 des deux côtés. J'étais étonné que le résultat soit pas un nombre entier, mais mauvais réflexe. Donc, je divise par 8 des deux côtés. Hop. Et donc, ça me fait du 14 huitième. Et ça me fait x égale 1,75. Ok. Ce qu'on va se faire juste par acquis de conscience, c'est pas obligatoire. Mais ce qu'on se fait, c'est qu'on vérifie. C'est-à-dire qu'on va refaire le problème de calcul en prenant 1,75 comme valeur de base. Donc juste on se le fait sur le brouillon, ça. Et en fait, on va refaire cette calcul-là en passant x par 1,75 et on voit bien, est-ce que je retombe bien sur 30. Donc on y va, 1,75 fois 4 plus 8 fois 2. Ça fait combien ça? 1,5 fois 4, ça me fait donc du 7. 7 plus 8 fois 2, ouais c'est bon, ça marche. Hein. 7 et 8, ça fait 15. Donc ça me fait du 15 fois 2, ça fait du 30. Ok, c'est gagné.
Ok, donc 1,75, c'était la valeur à trouver. Alors là, clairement, trouver la valeur 1,75 par essai-erreur, évidemment, c'est faisable, mais vous allez mettre un max de temps. Donc voilà. Après, ça peut toujours se faire. Ok, on continue? Ok. Dans la suite de l'exercice, on nomme x le point de départ, a égale 2 facteur 2, 4x plus 8, donc ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure, donne le résultat du calcul précédent pour x, un nombre donné. On pose b égale 4x au carré, 4 plus x au carré moins x carré, prouver que a et b sont égales pour toutes les valeurs de x. Alors, pour prouver que deux expressions littérales sont égales, pour toute valeur de x, le plus simple, c'est de prouver qu'elles ont la même forme réduite. C'est-à-dire que vous développez, vous réduisez, et si elles ont la même forme réduite, alors elles sont égales. D'accord? Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais développer le a. Donc, a égale 2 facteurs de 4x plus 8. Donc, je développe, ça me fait a égale 8x plus 16. Ok, donc ça, c'est ma forme développée réduite, je peux pas faire mieux que ça. Ensuite, on va prendre b, et c'est là où il y a le plus de taf. Donc, ça me fait 4 plus x le tout au carré moins x carré. Je développe 4 plus x au carré, ça me fait... Alors, on verra après cette année une méthode pour aller plus vite là-dessus, mais pour l'instant, on va faire ça à l'ancienne. 4 plus x au carré, c'est 4 plus x facteur de 4 plus x moins x carré, lui, toujours là. On l'a pas touché. Qu'est-ce que je fais? Je fais une double distributivité ici. Donc, ça me fait 4 fois 4, 16, plus 4 fois x, 4x. Après, je distribue le x fois 4, 4x, x fois x, x au carré. Et le moins x carré, lui, je ne touche pas, donc je le réécris tel que. Je réduis. Les x carrés, j'oublie un plus, hop là. Les x carrés, donc j'ai plus x carré moins x carré, ils s'entretuent gentiment, donc il n'y en a plus. Les x, il y a 4x plus 4x, ça me fait 8x, et plus 16. Voilà. Et donc, toutes les deux, A et B, elles ont la même forme réduite, donc elles sont égales. Donc, A égale B. Terminé. Tout bon? Eh ben, question 4. Pour chacune des informations suivantes, indiquez si elles sont vraies ou fausses. On rappelle que les réponses doivent être justifiées. Oui, ok. Affirmation 1. Donc, ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de x. Donc, le programme, c'est ça. Hein. Ben, non. D'accord? Clairement, ça sonne comme quelque chose de faux. Alors, comment on va prouver que quelque chose est faux? Ben, tout simplement, on va prendre un contre-exemple. D'accord? Ce qu'on voit, c'est que là, ici, toujours pareil, on voit que l'équation finalement que ça donne, d'accord? Ça donne 4x plus 8 fois 2. D'accord? Ça, c'est ce qui donne notre résultat. On se dit, comment cette affaire, ça peut être négatif. C'est vrai que si je prends un x positif, ça va toujours être positif, cette affaire. D'accord? Là, ce que je vois déjà, c'est que si je prends un x qui est négatif, bah très rapidement 4x plus 8 va devenir négatif, et donc le résultat sera négatif. Par exemple, si on prend x égale moins 3, d'accord? Et ben le programme donne, donc ça me fait 2 facteurs de 4 fois moins 3 plus 8. Donc ça me fait 2 facteurs de moins 12 plus 8. Ça me fait 2 fois moins 4. Ça me fait moins 8. Donc l'affirmation est fausse. Ouais. Ok. D'accord, ça marche pas pour toutes les valeurs de x. Dès que je passe à moins 3, bah, ça fait moins 8, etc. Bon. Quand une affirmation vous semble fausse, d'accord, pour prouver qu'elle est fausse, simplement vous trouvez un contre-exemple et c'est terminé. Ok, affirmation 2. Ça, on le fera. Cet exercice-là, ça va être. Ça va être le premier chapitre qu'on va faire cette année-là.
c'est vraiment un exercice typique et complet sur ce genre de notion. Affirmation 2. Si x est choisi est un nombre entier, le résultat obtenu est un multiple de 8. Alors, un peu d'arithmétique, on y va. Donc, on a dit que l'expression A, ça c'est un peu plus difficile et vous n'avez pas toutes les bases pour le faire, d'accord? Mais juste, je vous montre comment ça marche. Ça, cette expression A, elle me donne mon résultat. D'accord? On l'a déjà vu, c'est la même expression tout à l'heure. Si je la développe, on l'a déjà fait, mais ça me fait 8x plus 16. D'accord? Si x, c'est un entier, 8x, c'est un multiple de 8. D'accord? Un multiple de 8, c'est un nombre qui appartient à la table de 8. Donc ça veut dire que c'est un nombre qui est égal à 8 fois quelque chose. D'accord? Donc là, ici, 8x, si x entier, hein, toujours pareil, 8x, c'est un multiple de 8. 16, c'est un multiple de 8. De 2 fois 16. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la somme de deux multiples de 8, d'accord, c'est aussi un multiple de 8. Pourquoi? Eh ben, je vais vous montrer ça en 2 secondes. Et vraiment, le plus simple ici, c'est de factoriser par 8. Parce que si je factorise par 8, ça me fait 8 facteurs de x plus 2. Parce que 16, c'est 2 fois 8. D'accord? Et simplement, si vous arrivez à réécrire votre expression comme étant 8 fois quelque chose, qui est un entier ici, d'accord? Et bien ici, c'est un multiple de 8. Donc juste de dire que x plus 2 est un entier, car x entier. Donc, 8 facteurs de x plus 2 est un multiple de 8. Voilà. D'accord? Donc simplement vous le réécrivez comme ça, ou vous écrivez que dire que le résultat final est la somme de deux multiples de 8, donc c'est un multiple de 8, ou vous refactorisez par 8, ce qui est le truc le plus mathématique ça. D'accord? Là au moins personne ne peut vous dire quelque chose. Si vous écrivez que A égale 8 fois un entier, bah forcément ça veut dire que c'est un multiple de 8. D'accord? Ça c'est le chapitre arithmétique qu'on verra en troisième, qu'on n'a pas encore vu en quatrième. Mais voilà, c'est surtout ce qui est multiple, etc. Voilà, mais c'est des notions que vous avez déjà dans votre thème, quoi. Un multiple de 8, c'est 8 fois quelque chose. Un multiple de 4, c'est 4 fois quelque chose. Allez, on continue par l'exercice 6. Exercice 6. Alors là, c'est un exo de Scratch et il est costaud un peu quand même, hein. Donc on y va. Exercice 6. Les longueurs sont en pixels. L'expression s'orienter à 90 signifie qu'on s'oriente vers la droite. D'accord? Alors je vous rappelle les orientations dans Scratch, mais ça vous devez les connaître par cœur, bien qu'on vous le dise à chaque fois. C'est que Scratch, ses orientations. 0, c'est le nord. 90, 180. 270. Ok? Ça, c'est les orientations dans Scratch. Donc, ça à connaître. Ils sont en particulier à ce type de langage de programmation. Et vous avez deux programmes de. Non, vous avez un programme de calcul avec des fonctions carré et triangle qui sont explicitées ici et ici. Ok, bon, on y va. On prend comme échelle 1 cm égale 50 pixels. Recopiez sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu'à la ligne 7 comprise. Donc jusqu'à celle-là. Ok. Donc on y va. Allez à x0, y0. Donc, hop, on va se le faire. Donc j'ai mon écran. Attendez, j'ai essayé de vous faire un truc un peu mieux que ça. Bon, on va faire un écran. Hop là, j'ai mon écran. Ok. J'ai mon écran qui est comme ça. Ensuite, je commence à x0, y0. Je vous rappelle qu'en Scratch, x0, y0, c'est le milieu de mon écran. Donc je suis ici. Stylo en position d'écriture.
Ok, s'orienter à 90 degrés. Donc si je pars, si j'avance, j'avance par là. Mettre longueur à 300. Là, il enregistre donc dans la variable longueur la valeur 300. Et là, il lance la fonction carré. La fonction carré, donc il fait un carré. Donc on y va. Il avance de longueur. Donc je vous signale que si j'avance, j'avance par là. Donc j'avance de 300 pixels. Ok. Donc j'avance de 300 pixels. Vous avez 1 cm pour 50 pixels sur votre feuille. D'accord. Ça fait 6 cm. D'accord. Donc là, vous devez faire un trait de 6 cm. Ok. Hop là. Donc j'avance. Je tourne à gauche de 90 degrés et je répète ça 4 fois. Hop. Donc je remonte de 6 cm. Ok. Bam. Et bam. Et je reviens ici. Ok, maintenant, je reviens ici et en dernier, je tourne. Donc du coup, mon orientation, elle est par là. Donc je suis toujours orienté, si je repars après ma fonction carré, je suis toujours orienté sur la droite. Très bien. Et après, on balance triangle. Triangle, avance de longueur. Donc là, je réavance sur mon trait. Donc en fait, bon, ça vous n'allez pas voir sur Scratch, mais vous réavancez sur votre propre trait. Je tourne à gauche de 120. Donc, je vais tourner à gauche de 120. Donc, je m'oriente par là-bas, 120 degrés. Et j'avance de longueur. Et hop, je me remets comme ça. Et après, je serai toujours repositionné sur la droite. Ok, très bien. Donc, ça fait cette formule-là. Sachant que chacun de vos traits là, tous les traits là, ils sont tous les mêmes. Et ils mesurent tous 6 cm dû à votre échelle. 1 cm, ça fait 50 pixels. Vu que j'avance de 3 pixels, ça me fait 6 cm. Donc voilà. Ok, rien de bien compliqué. Au niveau des 120 degrés, toujours pareil, j'oriente là. Donc si vous voulez faire ça avec votre rapporteur, donc là vous avez le 0 de votre rapporteur. Et là, pour faire 120 degrés, ici, ça vous fait de là à là 120 degrés. Ok. Donc ça vous donne cette forme-là. Très bien. Avec un triangle équilatéral mis dans un carré. Ok, question 1, c'est fait. Quelles sont les coordonnées du stylo après l'exécution? Après. Ah mince, quel couillon. J'ai effacé. Quelles sont les coordonnées du carré après l'exécution de la 8e ligne? Alors, on y va. Je refais mon écran du coup. Il va voir si je peux pas annuler. Voilà, très bien. Moi, quand j'avais fini mon algo là, pas très propre tout ça. Hein. Quand j'avais fini mon algo, j'étais ici. D'accord, j'avais fini mon triangle là, tac, 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 et j'étais orienté encore une fois sur la droite, prêt à partir. La 8e ligne, j'avance de longueur divisée par 6. Donc ça veut dire que là, j'étais ici. J'étais aux coordonnées 0, 0. D'accord. Ici, vu que je vais avancer sur cet axe-là, c'est uniquement les abscisses qui vont augmenter. Je vous rappelle, dans un repère, vous avez le 0, 0 qui est ici. Ok. Là, ici, c'est l'axe des abscisses. Ok. Et là, ici, c'est l'axe des ordonnées. Vu que je vais avancer de longueur divisée par 6, donc longueur divisée par 6, je vais avancer de 50, parce que longueur c'est 300, et 300 divisé par 6, ça fait 50. Donc je vais me retrouver ici, d'accord? Donc je vais me trouver au point de coordonnées, ici là, point de coordonnées, 50 au niveau des abscisses, et 0 en termes d'ordonnées. D'accord? Donc petit b, les coordonnées du point sont 50, 0. Ok. On continue. Ça, c'est fait. On exécute le programme complet, on obtient la figure ci-dessous qui possède un axe, machin. Ok, d'accord. Recopier et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure. Alors attendez. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il fait donc carré triangle. Donc là, on est parti d'ici, tac, 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 tac. On a fait notre carré. Après, donc on est ici.
Après, on fait notre triangle ici. Tac, tac, tac. On revient ici. Ensuite, il avance de longueur divisée par 6. Donc, il se retrouve ici. D'accord? Et là, il me fait un carré. Et en fait, ce qui va changer, c'est qu'on voit un carré plus petit. Et après, un triangle dans ce carré. Ce qu'il faudrait qu'on sache ici, c'est qu'on voit qu'il met à jour dans la ligne 9 la variable longueur. Et quelle va être la longueur de cette longueur? Ouais. Alors, on y va. Si je fais un schéma de mon truc, hein, yop, 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 yop. Ok, bon, il y a le triangle. Bam, bam. Et après, donc là, ici, on a avancé de 50, on a dit, hein, c'est ça, hein? Ça marche. C'est ce qu'on vient de dire ici, là. Donc, on a avancé de 50. Et là, il rebalance un carré. Ce qu'on sait, c'est que c'est symétrique par rapport à la verticale. Donc, ça veut dire que la longueur qui est ici, c'est la même qui est ici. Donc là, on a de nouveau 50. On sait que sur le total, ici, on a un 300. Parce que c'est ce qu'on me disait avant. Donc, ce qui fait que cette longueur-là, eh ben, c'est 200. Donc, ce qu'il a fait, mettre la longueur à 200. Ok, donc là, ici, il faut simplement écrire 200. Donc, pour la ligne 9, je vous le mets juste quand même, c'est mettre longueur à 200. Ok, super. Alors, parmi les transformations suivantes, translation, homothétie, rotation, symétrie axiale, quelle transformation qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand carré? Préciser le rapport de réduction. Alors, c'est une homothétie, mais vous savez pas ce que c'est qu'une homothétie, et je vais pas m'attarder ici. Donc la 3A, elle est pas jouable, on va pas faire de l'homothétie ici. Le rapport de réduction, par contre le rapport de réduction, vous pouvez peut-être le trouver. On va juste s'attarder sur le rapport de réduction. D'accord, ça c'est peut-être le truc que vous pouvez trouver. Quel est le rapport de réduction entre la première figure et la deuxième? Alors bah ça c'est tout con le rapport de réduction, d'accord? La première figure elle fait 200 de longueur, le premier carré, et le petit quoi. Et le grand carré il fait 300. D'accord? Donc le rapport de réduction, d'accord, qu'on nomme K, parce que c'est un rapport, bah ça fait 200 sur 300. Ce qui fait 2 tiers, quand je simplifie ma fraction. Autrement dit, il y a un rapport 2 tiers entre les longueurs de ce grand carré et de ce petit là. Voilà. Bon, si vous avez un peu là-dessus, un peu dur, puis surtout au programme, on l'avait pas détecté ça quand on l'a lu, que c'était une homothétie. Mince, bon, c'est pas grave. Quel est le rapport des aires entre les deux carrés dessinés? Ah, bon, hop. Bon, 3A, 3B, si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas catastrophique. Alors, quand j'ai un rapport, et ça, de toute façon, on va le revoir ensemble, hein, quand j'ai un rapport de réduction de 2 tiers entre deux formes, les aires, d'accord, le rapport, c'est K au carré. Donc, ça me fait 2 tiers au carré, ce qui me fait du 4 neuvième. Si vous l'avez trouvé, bravo. En fait, l'idée, je vais vous prendre ça avec un exemple simple. J'ai une pièce. Elle fait 6 mètres, par exemple, sur... on va diviser par combien? Par 3, c'est pas mal. Sur 3. D'accord? Elle fait 6 mètres sur 3. Ok? Si j'en ai une qui est 3 fois plus petite, ok? Ma pièce qui est 3 fois plus petite, elle fera donc... Alors, c'est pas l'échelle, hein. 2 mètres. D'accord? Parce que c'est 3 fois plus petit. Donc 2 mètres sur 1. Ok? Donc là, le rapport que j'ai, la réduction, c'est 1 tiers. Ok? Mon cas, ça fait 1 tiers. Parce que j'ai, voilà, cette longueur-là, c'est 1 tiers, enfin, cette surface-là, c'est 1 tiers de celle-là.
Et donc, si je calcule ma surface, ça me fait 6 fois 3, 18 mètres carrés. Si je calcule ma surface ici, d'accord, ça me fait 2 fois 1, 2 mètres carrés. Et en fait, ce que je vois, c'est que vu que j'ai multiplié deux longueurs ici, et que le coefficient qui s'applique, le coefficient de réduction qui s'applique sur chacune de ces longueurs est k, et ben mon coefficient de réduction par rapport aux r, ça sera k au carré. Alors ça me fait 1 tiers au carré, ce qui me fait 1 neuvième. D'accord? Et c'est ce que je vois, c'est pour passer de celle-là à celle-là, je divise par 9. Bon, si j'ai pas été incroyablement clair, chose que je crois que j'ai pas été incroyablement clair là-dessus, vous en faites pas, vous aurez un cours là-dessus. Donc 3B, d'accord, c'est carrément même une partie de notre programme. On reverra ça, reverra ça en temps et en heure en troisième, d'accord? Donc vous en faites pas là-dessus. J'espère que je serai plus clair à ce moment. Allez, on va passer. On en a encore un, je crois. Hein. Ouais, on va passer à l'exercice 7. C'est parti. Ok. Exercice 7, le hand spinner est une sorte de toupie plate, machin, oui, ça on connaît. On donne le hand spinner une vitesse de rotation initiale à t égale 0, puis au cours du temps, sa vitesse de rotation diminue jusqu'à l'arrêt complet du hand spinner, sa vitesse de rotation est égale à 0, d'accord. Grâce à un appareil de mesure, on relève la vitesse de rotation exprimée en nombre de tours par seconde. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté cette vitesse en fonction du temps exprimé en secondes. Ok, d'accord. Le temps et vitesse de rotation duquel sont-elles proportionnelles? Non. Non. Car. Et je vois, alors, petit rappel, c'est vrai qu'on n'a pas fait un rappel. Lorsque vous faites la représentation graphique d'une situation, cette situation est proportionnelle si votre droite, donc qui représente cette situation, est une droite linéaire, autrement dit qu'elle passe par 0. Si c'est une droite affine, donc qui ne passe pas par 0, à ce moment-là, votre situation n'est pas proportionnelle. Non. Car la droite ne passe pas par l'origine du repère. Ok. Petit 2. Ça, on l'avait vu ensemble. Par lecture graphique, répondez aux questions suivantes. Quelle est la vitesse de rotation initiale du hand spinner en nombre de tours par seconde? Donc, initial, je vous rappelle que c'est au début. Donc, au début, mon hand spinner, là, c'est vraiment de la lecture graphique. Il va à 20 tours par seconde. Ouais. Donc là, on a V0. On note ça V0, normalement, la vitesse initiale. V initiale égale 20 tours par seconde. D'accord? Ça, c'est dire tours par seconde, ça. D'accord? Si vous l'écrivez en entier, ça marche aussi. Petit b. Donc, lecture graphique, vraiment, c'est des points donnés, ça. Hein. Là, on est. Quelle est la vitesse de rotation du hand spinner en nombre de tours par seconde au bout d'1 minute et 20 secondes? Alors, 1 minute et 20 secondes, faut convertir en secondes. D'accord? 1 minute et 20 secondes. 1 minute, ça fait 60 secondes. J'espère que je vous apprends rien. Donc, 1 minute et 20 secondes, ça fait 80 secondes. 80 secondes. Là, malheureusement, j'ai pas pris le bon logiciel. Je peux pas faire de pointillés. Mais vous, faire des pointillés là. Tac, 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 tac. Vous faites des pointillés et vous allez lire la valeur. D'accord? Là, je peux pas écrire. Ouais, je peux pas écrire là-dessus. Ok, c'est pas grave. Donc là, je fais des petits pointillés. Pop, 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 pop. Je tape là. Et alors, ça fait 3. Donc, au bout de 1 minute 20 secondes, la vitesse est. Je dis quoi? 3 tours par seconde? Ok. Bon, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans du simple quand même. Hein. Petit C. Donc, vous prenez ça. Au brevet des collèges, vous avez des questions comme ça qui sont idiotes, là. Enfin, qui sont d'un niveau vraiment très bas. Vous prenez, vous prenez, vous prenez. Hein, d'accord? Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Putain. Pardon, mince. Alors, au bout de combien de temps il va s'arrêter? Ben, on regarde quand la vitesse elle est égale à 0. Et donc, ça me fait du. Ça va de combien en combien cette affaire?
Ça va de 20 en 20. Non, de 2 en 2. Ça va de 4 en 4. D'accord? Alors pourquoi ça va de 4 en 4? Parce qu'il y a 5 subdivisions pour 20 unités. Donc ça veut dire que chaque unité, ça fait 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc là, ça me fait 84, 88, 92. Et on voit que c'est entre 92 et 96. Et donc, entre 92 et 96, on va prendre pile poil le milieu, c'est pas mal. C'est 94. Et donc, le hand spinner, alors je fasse pas d'erreur, le hand spinner s'arrête au bout de 94 secondes. Bon, vraiment super, super basique. Il y a que cette affaire là de lecture. Voilà, vous faites pas avoir avec les quadrillages quoi. Ok, on continue. Petit 3. Donc j'espère qu'on va attaquer un peu des choses sérieuses quand même là. Petit 3. Pour calculer la vitesse de rotation du hand spinner en fonction de t, on note v de t et on utilise la fonction suivante. v de t, donc la vitesse en fonction du temps, est égale à machin, machin. Ok. T, c'est le temps exprimé en secondes qui s'est écoulé depuis le début de la rotation du hand spinner. Et V initial, c'est la vitesse donc de base du machin. Ça doit vous rappeler un petit cours qui s'appelle manipulation de formule, ça. On lance le hand spinner à une vitesse initiale de 20 tours par seconde. Sa vitesse de rotation est donc donnée par la formule égale machin. Donc il a remplacé V initial par 20. Ok. Calculer sa vitesse de rotation au bout de 30 secondes. Il n'y a même pas de conversion. Allez, dépêche-toi. Ok. Alors, donc en fait, il suffit, pour faire la A, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut remplacer, donc on remplace T par 30 secondes. T par 30. En fait, ici, quand vous utilisez une formule comme ça, vous faites bien gaffe, T c'est le temps exprimé en secondes. D'accord? Toujours pareil, je vous refais mon cours sur les manipulations de formules, mais ça, ici, on me demande de remplacer par un temps de 30 secondes. Et j'ai même pas de conversion à faire. Donc, ça me fait V de 30. Alors ça c'est une, ouais, bon, ça c'est une notation V de 30. En fait, tu remplaces là-dedans. On se donne la vitesse quoi. Égale moins 0,214 fois 30. Ça on le verra ensemble, c'est une notion de fonction. Plus 20. Ça, vous prenez votre calculette. 114. Plus. Et ça me fait 13,58. 13,58 et on n'a rien vu. Et la vitesse est exprimée, elle ne le dit même pas, mais la vitesse est exprimée en tours par seconde. Là, ils auraient dû le dire dans leur truc. Et donc, ça fait tours par seconde. Et donc, petite phrase de correction, au bout de 30 secondes, la vitesse. Oubliez pas les unités quand vous faites des genres de choses, hein, d'accord? Est 13,58. Je regardais juste, il y avait des trucs d'arrondi, mais pas de demande à tours par seconde. Donc, vous laissez tel que. B. Au bout de combien de temps le hand spinner va-t-il s'arrêter? Alors, on veut savoir quand est-ce que la vitesse sera nulle. Donc, un hand spinner qui s'arrête, c'est un hand spinner qui a plus de vitesse. Donc là, ce qu'on va faire, on va chercher la valeur donc, de t pour v égale 0. D'accord? Donc, ici, on recherche la valeur de t permettant d'obtenir une vitesse nulle. Donc on veut que moins 0,214 fois t
plus 20 égale à 0. Parce qu'on veut que ça, cette formule-là, elle me donne la vitesse, et on veut que ma vitesse soit nulle, parce que c'est comme ça qu'on arrête un objet. Donc voilà, maintenant je suis en mode équation, donc ça me fait moins 0,0214 t plus 20 moins 20 égale 0 moins 20. Donc ça me fait moins 0,214 t qui est égal à moins 20. On divise par moins 0,214 des deux côtés. C'est vraiment le mode équation bête et méchant. Et ça me fait... Hop. Et ça me fait... 93... Il me demande un arrondi? Bon. 93,46. À peu près, quoi. Donc voilà. Donc l'on spinner s'arrête au bout de 93,46 secondes. Ouais. À peu près. Justifié par le calcul, donc ça c'est fait. Allez, dernière question. Donc là vraiment tout bête, hein, d'accord. Juste il fallait penser que un objet qui est immobile, c'est un objet dont la vitesse est nulle. Voilà. Ok, on continue. Et on finit. Ok. Petit c. Est-il vrai d'une manière générale si on fait tourner un spinner 2 fois plus vite au départ, il tournera 2 fois plus longtemps? Justifié. Est-ce que c'est vrai que s'il a une vitesse initiale 2 fois plus grande, il tournera 2 fois plus vite? Alors, ça rejoint... En fait, là, il faut avoir de l'instinct là-dessus. Ça rejoint la question 1. Vous voyez, la question 1, on vous dit, est-ce que la vitesse de rotation... est-ce que le temps et la vitesse de rotation du spinner sont-ils proportionnels? Non, on a dit non, d'accord. Donc là, on a envie de dire non aussi, hein, d'accord. Si on lance 2 fois plus vite notre spinner, est-ce qu'il va tourner 2 fois plus longtemps? Non, parce que c'est pas proportionnel, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va faire par l'exemple, hein. D'accord? Bêtement, hein. Donc on va prendre... Donc déjà, on sait que ça met... pour V initial égale 20 tours par seconde. T, le temps, ça nous fait... Bah, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 93,46 secondes. On peut essayer une vitesse initiale... Non, mais en fait, si, ça va marcher. En fait, si, c'est proportionnel. Ouais, j'ai rien dit. C'est proportionnel. On y va. Alors. Je dis n'importe quoi, moi. C'est proportionnel. Ok. Alors, on avance. C'est proportionnel. Alors. Ok, c'est parti. Donc. Ouais. On y va. Ce qu'on a pour le temps total. Le temps. Ouais. Le temps total de rotation d'un spinner est donné par... Alors on y va. Ça me fait donc moins 0,214 fois t plus vitesse initiale
égale 0. D'accord? C'est ça le temps total. D'accord? Le temps. Et après, il me suffit de remplacer la vitesse, c'est l'équation qu'on a résolue tout à l'heure. D'accord? Ça, si j'exprime l'un en fonction de l'autre, ça me fait que moins 0,214 fois t est égal à moins ma vitesse initiale. Et au final, ça me fait que mon temps, donc là souvent c'est la manipulation de formule, je vais un peu plus vite, hein, d'accord? Ça me fait que V initial divisé par 0,214. Et donc, simplement, ici, vu que j'ai le temps qui est un facteur, d'accord, de la vitesse initiale, ça veut dire qu'ils sont proportionnels l'un par rapport à l'autre. Donc, le temps est proportionnel à la vitesse initiale et le coefficient de proportionnalité est donc 1 sur 0,214. Après, si vous calculez ça, ça vous fait un chiffre à virgule pas possible. Donc voilà, c'est mon coefficient de proportionnalité. Ils sont l'un et le multiple de l'autre, et le multiple de l'autre, c'est 1, sur 0,214. Donc oui, donc ça marche. Voilà, alors pourquoi, je vais vous expliquer un peu comment j'ai cheminé dans ma tête là-dessus, parce que vous savez, toujours pareil, je prépare pas, enfin, je fais pas l'exercice avant. Juste je les lis rapide. Pourquoi au début j'ai pensé ça? Parce que j'avais la première question, je pensais mettre en relation ma première question et ma dernière question. Ce qui était une erreur au fait au final. Au début en fait ce que je voulais faire c'est que prouver que pour... donc j'étais parti sur une mauvaise piste. Hein, prouver que pour une vitesse initiale donc de 20 tours par seconde, et j'allais faire la même chose avec 40 tours par seconde, au final j'allais pas avoir une vitesse qui allait être doublée. Et en fait j'ai calculé rapidement dans ma tête et je me suis aperçu que ça marchait. Et là je me suis dit, et en voyant, en faisant le calcul, j'ai vu que en fait pour trouver mon temps, tout simplement, mon temps était égal à quelque chose fois ma vitesse initiale. Et quand vous avez entre deux grandeurs comme ça, entre le temps et ici ma vitesse initiale, une relation qui est faite par la multiplication, donc j'obtiens l'un en multipliant l'autre par une certaine valeur, c'est la proportionnalité. D'accord? C'est ça la proportionnalité. Donc, ici, ce que j'ai vu, c'est que je me trompais, d'accord? Donc j'ai vu clairement que j'étais parti sur une mauvaise piste et que donc j'ai corrigé, je me suis dit, ok, donc maintenant il va falloir prouver que les deux sont proportionnels, donc prouver que l'un est un facteur de l'autre. Et donc simplement, juste avec cette égalité-là, on arrive à prouver que le temps, il est égal à la vitesse initiale divisée par 0,214, mais quand je divise par 0,214, c'est comme si je multipliais par 1 sur 0,214. Et donc au final, vu que le temps est un multiple de la vitesse initiale et vice-versa, ils sont tous les deux proportionnels. Voilà. Dernière question, pas évidente, mais bravo si vous l'avez trouvé. Allez, je vous laisse.